Cette émission aurait pu s'intituler « Le docteur Anne-Maryse Kaboré, la CAMEG et la disponibilité des médicaments pour tous au Burkina Faso ». Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'émission Le Grand Déballage. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir une dame. Elle a 38 ans. Elle est la première directrice générale de la CAMEG, la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques du Burkina Faso. Docteur Anne-Maryse Kaboré, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision Burkina Info. Je l'ai dit, vous êtes la première femme donc à diriger cette institution. Quand vous avez été acceptée, quand votre candidature a été validée, comment vous êtes sentie en tant que première femme à diriger une telle institution? Tout d'abord, je me suis sentie fière de pouvoir rentrer et contribuer à améliorer la santé des Burkinabés. Fière de pouvoir être la première femme à la tête d'une institution telle que la CAMEG. Parce que je pense qu'en tant que femme burkinabé, en tant que représentante de plus de la majorité de la population burkinabé, on a aussi un rôle important à jouer et on est venu pour jouer notre rôle. Est-ce que quand vous êtes arrivé avec toutes les crises que l'institution a connues, vous vous êtes dit « je viens pour régler que des problèmes dans cette institution qui est la CAMEG » ? Absolument pas. En fait, j'ai connu la CAMEG à travers ma carrière. Je travaillais avec la CAMEG en tant que fournisseur et c'est une institution qui a une belle renommée à travers toute la sous-région. Et au contraire, j'étais fière déjà d'apporter quelque chose pour contribuer à encore faire grandir cet édifice. Une renommée ternie aussi, il faut le dire, par les différentes crises que l'institution a connues. Absolument, ça, on ne peut pas c'est esquiver vrai. quand même cette partie importante. Oui. On est d'accord, on est d'accord. Les crises de la CAMEG ont un peu terni l'image, mais les fondamentaux demeurent. Ça reste une très belle structure, une des plus grandes, une des plus fortes. Et vraiment, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour saluer le travail de mes prédécesseurs. La CAMEG aujourd'hui n'est plus à présenter dans toute l'Afrique subsaharienne et même à l'international. C'est un gage de qualité. Maintenant, une crise survient, évidemment, ça fait qu'on perd un peu de vitesse, mais on est là pour travailler à remettre le bateau à flot. Travailler à remettre le bateau à flot. Est-ce que vous vous êtes dit aujourd'hui, les défis sont si immenses que j'aurai que des insomnies? Eh ben, écoutez, sans défi, il n'y a pas de challenge. Et moi, je trouve que vraiment les challenges et sortir de sa zone de confort, c'est ce qui nous permet de grandir et d'avancer. Donc oui, il y en a, et je savais qu'il y en avait, et je suis venue pour essayer de faire de mon mieux, en tout cas pour contribuer à y remédier. Est-ce qu'on peut dire que la crise est derrière nous, définitivement, à la CAMEG? Je pense qu'on peut le dire. Je pense qu'on peut le dire pour plusieurs raisons. Je pense que déjà les textes mis en place par l'administration provisoire, par les différents organes qu'on a essayé de mettre en place pour assurer une gouvernance vertueuse et aussi empêcher que ce genre de crise arrive. Je veux parler du conseil d'administration qui a été renforcé et élargi. Aujourd'hui, au conseil d'administration de la CAMEG, vous retrouvez non seulement les différents ministères de tutelle, une triple tutelle du ministère de la Santé, du Minefid et du ministère du Commerce. Vous retrouvez les différents ordres professionnels. Vous avez l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens. Vous retrouvez la société civile, la Ligue des consommateurs et aussi les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent au quotidien et qui sont aussi une courroie de transmission de l'information. Alors quand vous êtes arrivé en août 2018, on a vu un communiqué qui est paru un peu partout. Un audit comptable et financier donc de la CAMEG. Est-ce que le processus a été bouclé? Est-ce que vous avez déjà les premiers signes au niveau de cet audit-là par rapport à la gestion antérieure? Alors oui, il y a un audit financier et comptable qui est en cours. Il y a aussi un audit organisationnel qui est en cours. Le but de ces audits, c'est de faire un état des lieux. On a eu une CAMEG, comme vous avez dit, qui a traversé une crise pendant 4 ans. Il est bon de savoir, est-ce qu'aujourd'hui l'état de santé de la CAMEG est toujours aussi solide? Est-ce que les structures mises en place en 2014, on va dire il y a 4 ans, correspondent toujours à la réalité d'aujourd'hui? Est-ce que les procédures que nous avons permettent de faire un travail efficace? Et c'est tout ça qu'on a voulu avoir Vous avec avez les le document autres. partiel au moins au niveau de l'audit? Oui, le document partiel, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que la maison a eu... quelles ont été les principales difficultés que l'audit a relevées qui peuvent vous permettre de mieux gérer votre institution à partir de maintenant? Alors l'audit est en cours de finalisation. On a eu des rapports provisoires. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais comme je vous le disais, un des avantages de la nouvelle configuration de la CAMEG, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des résultats
provisoire, mais je ne peux pas me permettre d'en discuter avec vous parce qu'au-delà de moi, qui suis la directrice générale, on a un conseil d'administration qui doit entériner aussi ces résultats. Au-dessus du conseil d'administration, on a une assemblée générale qui est l'organe souverain de la CAMEG qui doit aussi entériner ces résultats. À côté de ça, c'est trop long. Est-ce que tout ça c'est trop long? Oui. Non, c'est important qu'on comprenne. À côté de ça, vous avez aussi des comités d'audit et de supervision. Ce sont ces organes justement qui permettent de faire en sorte que les crises qu'on a vécues ne reviennent plus. Parce que le directeur général ne peut plus aujourd'hui décider de faire telle ou telle chose de son seul fait. On a une structure et des composantes qui ont un droit de regard les uns sur les autres et ça permet d'avoir justement cet équilibre. Alors quand vous citez tous ces organes, ça prendra trop de temps, ça fait presque 9 mois que vous êtes là. On ne va pas prendre quand même 2 ou 3 ans pour faire un audit, peut-être on sera à la fin de votre mandat. Absolument, c'est vrai, mais tant mieux. Enfin, un audit, je veux dire, les résultats de l'audit sont là pour toujours. Cela aurait pu être une orientation pour vous, pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs et puis créer d'autres crises au niveau de l'institution qu'est la CAMEG. On est d'accord. En fait, l'audit vient nous conforter dans ce que nous sommes en train de faire. On n'a pas attendu l'audit pour voir les chantiers qu'il y avait à faire. On n'a pas attendu l'audit pour mettre en place des réformes. L'audit va juste nous conforter en disant, vous êtes dans la bonne direction, renforcer ceci, ou vous devez améliorer cela. Et on parle de l'avenir de la CAMEG. On ne parle pas d'un mandat d'un directeur général. C'est 3 ans, ça passe très vite. Au-delà de ce mandat, qu'est-ce qu'on met en place pour que plus jamais n'arrive ce genre de crise? Qu'est-ce qu'on met en place pour que le Burkinabé soit sûr aujourd'hui, quel que soit le DG, d'avoir un médicament de qualité et à moindre coût sur toute l'étendue du territoire? C'est ça le point. Alors la CAMEG, il faut le dire au passage aussi, qui a d'énormes créanciers. Le ministre de la Santé, notamment par le ministre sortant, Méda avait qualifié, il avait avancé un chiffre de 21 milliards de francs CFA, ce qui a donc pour conséquence 23% donc de demandes en médicaments qui ne sont pas satisfaites. Ça veut dire clairement que vous avez des problèmes financiers au niveau de la CAMEG, n'est-ce pas? Alors, encore une fois, ça dépend comment on voit le verre. Là, vous l'avez vu à moitié plein. Alors, en tout cas, ce sont des chiffres officiels qui ont été communiqués. Absolument. C'est à vous de nous aider à mieux comprendre cette situation. 33% de médicaments manquants, certes. Oui. 77% de médicaments disponibles. Oui. En début d'année, il y avait 47% de médicaments disponibles. 77% de médicaments disponibles, c'est plus de 7 médicaments sur 10. C'est plus de 3 médicaments sur 4 qui sont disponibles. Dans un contexte où on parle de gratuité des médicaments. Dans un contexte, cet indice est mesuré sur l'étendue du territoire burkinabé. C'est dire quand je vais dans un centre de santé, plus de 3 médicaments sur 4 que je demande sont disponibles. Et ça, pour moi, c'est une différence et je pense que c'est à saluer. Et ça a été salué d'ailleurs par le ministère. Vous avez devant vous le certificat. Ça ressemble un peu à un paradoxe parce qu'on a un certificat de satisfecit qui vous est adressé. Absolument. Au même moment, le même ministère sort un chiffre. Au lieu de mettre en avant pourquoi pas donc ce qui est positif, on dit plutôt il y a 23% de non-satisfaction. Alors est-ce que vous avez trouvé tout cela un peu bizarre, qui peut annihiler un peu tous les efforts qui sont consentis à votre niveau pour faire avancer la maison? Non, parce que, et c'est pour ça que j'ai aussi accepté votre invitation, c'est que je pense qu'en étant à la tête d'une institution comme la CAMEG, on a un devoir de redevabilité. On est là aussi pour rendre des comptes à la population. La population qui veut se soigner a le droit de vouloir avoir tous ces médicaments disponibles. Et c'est le but de notre mission, et c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Mais il faut aussi qu'on puisse leur expliquer pourquoi aujourd'hui, 3 médicaments sur 4 sont disponibles. Il en manque un, c'est vrai. On est en train de faire en sorte que ce médicament qui manque soit disponible. Mais il y a un travail qui est à saluer, qui est de dire, après 4 ans de crise, après 40% de médicaments disponibles, aujourd'hui, on en est à 77%. Donc, on en est à 3 médicaments sur 4 disponibles parce qu'aujourd'hui, toute la CAMEG entière s'est mise au travail, a retroussé ses manches, est focus et orientée sur le même objectif et notre mission commune, dont on est responsable et pleinement conscient. On veut aujourd'hui que tous les Burkinabés puissent avoir des médicaments accessibles. Et au-delà de ça, et vraiment j'insiste, la particularité de la CAMEG, c'est que vous soyez à Orodara, que vous soyez paysan à Orodara, vous avez le même médicament, au même coût et à la même qualité que le fonctionnaire qui est à Ouagadougou. Et ce n'est pas toutes les structures qui peuvent se targuer de ça. Aujourd'hui, la CAMEG a proposé une baisse de prix qui est en train d'être étudiée de près de 800 millions pour que tous les consommateurs, tous les Burkinabés puissent ne pas avoir besoin d'aller prendre des médicaments dans la rue. Parce que les médicaments de qualité ont le même coût. Et ça, c'est important.
Alors ça c'est important, vous l'avez dit, peut-être on pourrait revenir là-dessus parce que vous avez parlé là d'une initiative qui pourrait être saluée par les populations burkinabées. Alors 21 milliards c'est tout de même énorme. On se demanderait naturellement où vous trouvez les ressources pour combler ce vide-là parce que l'État n'est pas aujourd'hui à la hauteur de ses ambitions. Parce que quand on dit gratuité des soins de santé, ce qu'on se dit, on doit avoir les moyens de la politique qu'on veut mettre en place. Alors, et je pense que c'est important qu'on revienne dessus et qu'on prenne le temps d'expliquer. Pour moi, les 21 milliards, même pas pour moi, clairement les 21 milliards ne sont pas 21 milliards dus à la gratuité. Il faut que ce soit bien clair. Les 21 milliards, c'est l'ensemble des créances du ministère de la Santé. Au niveau du ministère de la Santé, vous avez différents types de créances, on va dire. Vous avez des créances d'hôpitaux qui sont des organismes indépendants, comme le CHU de Yalgado, comme Bogodogo, etc., qui sont des entités indépendantes qui revendent les médicaments aux patients. Et qui ne vous payent pas comme il se doit. Exactement. Donc alors, ça n'a rien à voir avec ça? la gratuité. Oui, non, juste, je termine sur ce point parce que je pense qu'il faut clarifier. Donc cette partie déjà d'organismes indépendants qui revendent des médicaments ont des créances. Et cela n'a rien à voir avec la gratuité. Il y a des districts où on parle de gratuité qui n'ont aucune créance aujourd'hui. Aucune. Je prends le district de Titao, de Nouna. Il y a des districts qui mettent en place la gratuité pleinement et qui n'ont aucune créance. Donc c'est possible. C'est possible. C'est possible. Revenons donc sur les districts qui vous doivent de l'argent. Vous avez parlé de Yalgado, vous avez parlé de Bogodogo. Prenons le cas de Yalgado par exemple. Yalgado vous doit combien? 2 milliards? C'est l'un des chiffres qui avait été avancé pour Yalgado. 2,5 milliards, oui. 2 milliards 5. Alors, comment vous expliquez qu'à Titao ou à Nouna, on arrive à faire face donc aux charges et que dans les hôpitaux comme Yalgado, on n'arrive pas à faire face? Est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez discuté avec les premiers responsables de ces hôpitaux pour comprendre le dysfonctionnement, parce que ça peut plomber votre gouvernance au niveau de la CAMEX si l'argent ne rentre pas? Alors, les dettes pour Yalgado aussi, je pense qu'il faut aussi le dire clairement, ce ne sont pas des dettes qui se sont accumulées en un jour. Les dettes de Yalgado datent de 2008. Donc, il y a quand même eu une accumulation de dettes pour arriver à ce chiffre aujourd'hui de 2,5 milliards. Nous sommes en 2019. Vous n'allez pas nous dire qu'on va laisser Yalgado continuer dans la même manière de gérer, ne pas pouvoir vous rembourser votre argent tout de même. En ce qui concerne les créances, il y a en tout cas je pense que tout le monde est conscient aujourd'hui que la CAMEG ne peut pas continuer justement à supporter ces créances aussi lourdes. Parce que c'est ce qui va, et c'est important qu'on y revienne, c'est ce qui va entraîner le fait qu'il y ait un médicament sur 4 qui manque. Parce qu'à un moment donné, on a besoin de cette disponibilité financière pour pouvoir payer nos fournisseurs. Ceux qui font en sorte que l'approvisionnement est continu. D'ailleurs, ça faisait partie des conséquences de la crise. Il y a eu un manque de confiance des fournisseurs qui ont arrêté la livraison des médicaments. Et c'est ça qui a entraîné des ruptures. Si on ne nous livre pas, si on a 10 fournisseurs, on peut jongler avec les fournisseurs et avoir du médicament quand même disponible. Si on a 1 ou 2 fournisseurs, et ça arrive pour certains produits très spécifiques africains, pour des pathologies africaines où les grandes entreprises internationales ne se sentent pas concernées. Donc on va avoir 1 ou 2 fournisseurs. Si on arrête de les payer pendant 6 mois, on n'a pas de médicaments. On n'a pas de médicaments. Donc voilà ce qui explique pourquoi certaines fois on a des risques de rupture sur certains produits. Est-ce que justement ces créances-là ne pourront pas davantage créer une crise entre vous et le ministère de la Santé, même si le ministère de la Santé quand même a un regard sur ce que vous faites au quotidien? Alors vraiment, actuellement on travaille en très bonne intelligence avec le ministère de la Santé et avec l'ensemble d'ailleurs de nos partenaires. Comme je vous dis, la confiance est revenue. Nous avons des réunions régulières. Il ne suffit pas que d'avoir des réunions. Non, mais le but de ces réunions, c'est déjà un premier pas. Parce que quand on ne se parle pas, quand il n'y a pas de dialogue, quand on ne se comprend pas, on ne peut pas trouver de solution. Quand on s'assoit autour d'une table et qu'on regarde les créances et qu'on essaie de voir comment on peut les apurer, c'est déjà le début d'une solution qui se veut pérenne en plus. Comment les apurer? Mais est-ce que vous dites ce langage de vérité là, il faut impérativement que les dettes soient payées impérativement? Tout le monde est d'accord sur ce principe-là. Maintenant, la question c'est de dire aujourd'hui, est-ce que l'État a les moyens de payer 21 milliards en une fois demain? Ce qui n'est pas la réalité, ça ne correspond pas à la réalité. Il n'y a pas les 21 milliards à nous donner en une fois. On le comprend bien. Maintenant, c'est comment faire en sorte déjà, petit à petit, de régler les créances, mais surtout de faire en sorte que ces créances ne se reproduisent pas. Et nous sommes en train déjà de mettre en place, en discussion avec le ministère de la Santé, différentes options possibles. On a déjà commencé justement avec la gratuité où le ministère de la Santé nous reverse en amont directement une partie du montant destiné à la gratuité pour qu'on puisse avoir une manne financière pour pouvoir commander les médicaments. Et bien sûr, la deuxième partie est versée directement au district qui nous paye. Donc il y a des débuts de solutions. Est-ce que pour 2019, vous vous êtes dit il faut qu'on se donne toutes les garanties nécessaires, qu'on signe des accords qui permettent naturellement qu'on ne puisse pas continuer à créer un gouffre financier dans lequel la CAMEG va finalement se retrouver et ne pas s'en sortir?
C'est justement ce genre de discussion qu'on a quand on a nos réunions, c'est de dire... Depuis maintenant plusieurs mois, on ne fait que discuter alors que la dette ne fait que s'agrandir. On est d'accord, Monsieur Ouedraogo, mais la dette date de 2008. Donc même si ça fait 10 ans qu'il y a des dettes qui s'accumulent, si depuis plusieurs mois on commence déjà... Vous n'êtes pas là non plus pour que ça soit dans la continuité, il faut que ça change. Absolument. Dans l'approche, dans la manière de voir les choses, parce que vous n'allez pas faire de la fixation sur l'année 2008 tout de même. On est d'accord, mais je veux dire de 2008 à 2018... Pour l'instant, on ne s'est pas assis autour d'une table pour décider déjà de, comprendre le problème et trouver la solution. Donc même si ça fait quelques mois qu'on s'est assis autour d'une table, c'est déjà un début. Et je pense que c'est déjà un bon kick-off, c'est déjà un bon point de départ. On est en train de mettre les gens devant leurs obligations et je pense que le ministre Méda à l'époque a été très clair en disant que chacun doit faire face à ses responsabilités et qu'il y aura notamment plusieurs pistes ont été évoquées, des comptes séparés d'exploitation séparés, pour que, quand on vend un médicament, on puisse utiliser le bénéfice pour, aujourd'hui, rembourser la CAMEG, ce qui n'est pas le cas. Il y a des comptes, mais qui ne sont pas exploités. Donc, voilà, il y a plusieurs pistes de solutions. Maintenant, c'est les mettre en œuvre. Et c'est ça qui pose peut-être problème ou qui va prendre du temps, éventuellement. Parlons à présent, donc, du planning familial, parce qu'on a 21 milliards de dettes. Certainement qu'il y a un autre gouffre qui va se créer. Est-ce qu'au niveau du ministère de la Santé, on a pris attache avec vous pour s'assurer qu'on pourrait faire face à cette gratuité également pour la planification familiale? Comme je vous le dis, la décision a été prise en Conseil des ministres. La décision a été prise, absolument. Et comme je vous le dis, on travaille en parfaite intelligence avec le ministère de la Santé. Donc, on est associé au programme comme la gratuité du planning familial. Ça va coûter combien de milliards, cette gratuité du planning familial? Est-ce qu'on a évalué à votre niveau? Est-ce que vous êtes donné les garanties au niveau du ministère pour que cela ne crée pas encore un autre problème au niveau de la CAMEG? Je pense qu'il faut dissocier les deux choses. Je pense que c'est dommage d'associer un programme de santé qui va aider de nombreuses femmes à des milliards de dettes de créances. Ce n'est pas la même chose. Et mais comme je vous l'ai dit, parce que politiquement parlant, quand on dit gratuité, le gouvernement sort et il vous dit oui, nous avons fait des efforts, mais vous êtes la directrice de la CAMEG, vous devez nous dire qu'est-ce que cela aurait comme conséquence financière tout de même. Vous êtes la personne ressource pour nous en parler. Et c'est pour ça que je vous dis que vous faites des amalgames. Et c'est un raccourci qui est facile à faire, mais qui n'est pas la réalité. Quand vous dites 21 milliards de créances pour la gratuité, je ne suis pas d'accord. La gratuité... Ce n'est pas nous qui l'avons dit. Ce n'est pas nous. C'est vous pas qui le dites. Qui émane des médias. Ça, rassurez-vous, ça a été dit par le ministère de la Santé. Mais le raccourci et l'amalgame, c'est maintenant de le coller à la gratuité. Ça n'a jamais été dit que c'était 21 milliards de créances dues à la gratuité. 21 milliards de créances de santé, si vous voulez. Maintenant, comme je vous ai pris l'exemple... Mais quelle est la part de la gratuité dans les 21 milliards? Aujourd'hui, on va dire que la part des districts, tous districts confondus, et confondus gratuité et médicaments vendus, c'est 8 milliards à peine. Oui. Et confondu gratuité et médicaments vendus, c'est 8 milliards pour les districts. Donc, comme je vous le dis, c'est un amalgame qui est dommage et un raccourci qui est trop court. Et ça empêche que les gens soient aussi face à leurs responsabilités. Pour moi, la gratuité, ce n'est pas ce qui fait aujourd'hui les créances de la CAMEG. Ce n'est pas ça sur lequel il faut se concentrer. Il faut faire en sorte que, quand on a des hôpitaux qui ne payent pas, on puisse faire en sorte de recouvrer notre argent. Aujourd'hui, notre rôle de santé publique fait en sorte qu'on ne peut pas arrêter de livrer un hôpital parce qu'il ne nous paye pas de créances. C'est ça la réalité du problème. La gratuité est une très bonne chose pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Pouvoir aujourd'hui guérir un enfant de moins de 5 ans du paludisme, que n'importe qui puisse aller dans n'importe quelle région du Burkina avoir des traitements de qualité, je pense que ça, vraiment, politiquement ou pas politiquement, c'est quelque chose qui se félicite et qui s'apprécie pour la population. Amalgame ou pas amalgame, tout de même, je reviens sur ma question. Le planning familial, vous l'avez dit, vous êtes en parfaite intelligence. Quelle serait la conséquence financière de cette gratuité du planning familial? Est-ce que vous l'avez évalué? Est-ce que cela pourrait avoir des impacts à votre niveau? Alors, encore une fois, c'est un raccourci. Que ce soit la gratuité, que ce soit le planning familial, ce n'est pas que le médicament qui est disponible, c'est un ensemble de services. Donc évidemment, si ça a été décrété, il y a un ensemble de processus qui doivent être suivis, il y a un coût qui va être représenté, il y a des choses qui vont avoir des conséquences. Maintenant, je ne peux pas vous donner un chiffre ici parce que, encore une fois, c'est une population ciblée. De la même manière qu'on dit gratuité, et je trouve ça dommage de dire la gratuité, ce n'est pas la gratuité pour tous. C'est la gratuité pour les femmes enceintes, pour les enfants de 0 à 5 ans. Et ça ne représente pas toute la population.
Donc c'est dommage de rester sur ça en disant c'est ce qui fait aujourd'hui les dettes, c'est ce qui fait... Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité, c'est la directrice générale de la CAMEC qui parle. Le ministère de la Santé a dû l'écouter certainement parce que les chiffres émanent du ministère de la Santé et c'est clair. Alors, revenons donc sur un autre élément très important. Quand vous êtes arrivé, est-ce que finalement vous avez eu des difficultés avec des fournisseurs? Parce qu'on l'a dit et répété, la CAMEC est vue comme une institution où on vient pour s'enrichir et disparaître dans la nature. Et c'est quand on se fait une telle idée de votre institution, cela vous désole un peu. J'ai pas bien compris. On vient pour s'enrichir et on s'enfuit dans la nature, c'est ça? Je ne pense pas que les anciens DG de la CAMEC se sont enfuis dans la nature. Je les ai tous rencontrés depuis que je suis là. Donc je pense qu'ils sont bien là et pas enfuis dans la nature. C'est qu'on se fait, rassurez-vous. Ok, voilà. Vous me rassurez parce que j'ai eu un peu peur. Écoutez, je parlais des fournisseurs surtout, parce qu'on ouvre là un gros chapitre lié donc au fonctionnement de la CAMEC. Vous avez évoqué 2 points et j'aimerais vraiment clarifier les 2 points. Vous avez dit que c'est une structure où on vient s'enrichir et disparaître dans la nature. Je vais être claire sur ce point-là. Sincèrement, si c'était pour juste s'enrichir, je ne serais jamais revenue au Burkina Faso pour être à la tête de la CAMEC. Ah oui. Je vous ai donné mon expérience professionnelle, je pense que vous le savez, je viens d'institutions internationales. Je viens de structures où on a des actions, où on est coté en bourse. Donc ce n'est pas du tout un effet financier qui me fait venir à la CAMEC. Absolument pas. Qu'on soit bien clair sur déjà ce point-là. Pour le deuxième point qui est de dire les fournisseurs, on est dans une structure où on achète. En stock, on distribue. Donc forcément, il y a une partie achat, il y a une partie fournisseur. Donc, je ne comprends pas bien la question de dire... Alors, je reviens là-dessus parce qu'il nous est revenu que vous avez des difficultés avec certains fournisseurs au niveau de la CAMEC. Est-ce que vous le confirmez? Alors, des difficultés avec des fournisseurs, non. Je ne confirme pas ça parce que je n'ai pas de problème personnel avec aucun fournisseur. On fait un travail qui est codifié, il y a des règles et des procédures en place. Et chaque fournisseur de la CAMEC sait aujourd'hui quels sont les prérequis pour être fournisseur à la CAMEC. Et c'est très clair et c'est disponible sur le site de la CAMEC. Ça dépend du type de fourniture. Si vous voulez être fournisseur de médicaments à la CAMEC, vous devez être présélectionné. La présélection se fait par un comité constitué de personnes de la CAMEC, mais aussi de personnes extérieures à la CAMEC, telles que des spécialistes du médicament au niveau de l'université, au niveau du ministère de la Santé, au niveau des officines, des pharmaciens d'officine, puisque c'est ceux-là qui utilisent le médicament. Donc, c'est ce comité-là qui présélectionne sur la base de textes réglementaires, sur la base d'ensemble documentaires demandés, les fournisseurs qui sont potentiellement consultables lors d'appel d'offres. Donc la directrice générale, elle seule, ne peut pas se lever, s'arroger des pleins pouvoirs des DG pour aider un fournisseur à avoir un marché au niveau de la CAMEC. Alors je suis désolée de casser ce mythe-là, mais en tout cas avec la nouvelle donne qui est en place et tous les organes de gouvernance qui sont en place, ça ne va pas être possible. Non, en effet, je confirme. Alors donc pour vous, la transparence est la clé sur laquelle vous basez pour impérativement donc changer la figure de la CAMEC. Absolument, nos valeurs, puisqu'on a travaillé dans les nouvelles réformes justement à partir sur des bases saines. On a travaillé à avoir une charte des fournisseurs pour qu'on ait les droits et les devoirs des fournisseurs avec lesquels on veut travailler. Et un des points clés, c'est la transparence. C'est l'intégrité. C'est le fait qu'on ne demande pas à des fournisseurs de nous donner des cadeaux ou des pots de vin, qu'on demande à des fournisseurs de nous donner des produits de qualité à moindre coût pour qu'on puisse faire des baisses de prix dans le futur. Alors vous avez soulevé un élément important, vous avez dit pas des pots de vin, pas des petits cadeaux, alors qu'on sait qu'il y a le REN là qui avait soulevé justement un élément lié donc à une question de ristourne, de corruption au sein de la CAMEC. Oui, j'ai vu cet article. Oui, j'ai vu cet article. Une ristourne à mon niveau commercial, et c'est la définition que je connais, une ristourne commerciale, puisqu'en plus je vous ai dit que j'étais du monde des fournisseurs. Et j'ai travaillé chez Sanofi, j'ai travaillé chez Novartis, et chez Pfizer, chez d'autres structures internationales. On a l'habitude de travailler avec des clients. Jamais, et je vous le dis en vous regardant dans les yeux, nous n'avons fait de ristourne de ce type. Par contre, nous avons des politiques commerciales qui s'appellent aussi des ristournes, qui consistent à dire, vous me commandez aujourd'hui 1 million de boîtes de paracétamol, par exemple. Vous êtes un bon client, je veux vous garder, je vais vous donner 100 000 boîtes gratuitement en plus. Donc vous aurez 1 million 100 000 boîtes. Mais ça peut prêter à confusion. C'est une autre manière de... Pourquoi donner gratuitement alors qu'on sait que finalement il faut qu'on paye? Non, attendez. Alors c'est pour ça ça s'appelle des unités gratuites. Ça existe partout, c'est codifié par la loi. Ça permet de dire, c'est une sorte de réduction du coût. Si j'arrive à avoir 1100 boîtes achetées au même prix que 1000 boîtes, ça me permet de proposer des baisses de prix pour les populations. Ça, c'est la première ristourne commerciale qui existe.
La deuxième, c'est de dire justement, je ne vous donne pas les 1000 boîtes, mais je prends le coût des 1000 boîtes, les 10% dont vous parlez, et je réduis votre facture. Si vous deviez me payer 1 milliard, vous aurez 10% en moins sur cette facture. Ce qui est écrit, signifié, clair, visible des impôts, qui est visible lors des audits. Et c'est tout à fait légal. Ça permet aussi d'avoir une baisse de prix d'achat. Et c'est ce qui nous permet de proposer aujourd'hui une baisse de prix au niveau des populations. Ça s'appelle des ristournes commerciales, mais ça n'a rien d'illégal et ça n'a rien à voir avec de la corruption qui est de dire, comme vous m'avez passé un marché, je vous rétribue en vous donnant un certain pourcentage pour que vous continuez à me refaire passer le marché. Donc ça ne marche pas à la CAMEG et tel que ça a été dit par le REN, vous ne vous reconnaissez pas du tout dans le document qui a été rendu public. Alors, on va être clair, moi je viens d'arriver, quand j'ai vu ce document, j'ai pris vraiment l'historique, les procédures, l'ensemble des choses que j'ai à la CAMEG. Je n'ai vu ni dans aucun document, et moi-même, en tout cas pour ce que j'ai vécu depuis mai jusqu'à aujourd'hui, aucun fournisseur ne m'a donné quoi que ce soit qui ressemble à ce que le Renlac disait. Vous jurez donc la main sur le cœur et vous défiez tous les fournisseurs de la CAMEG. C'est lui qui a une preuve contre vous que la personne rende ça public. Alors ça, vraiment, je défie quiconque qui m'a remis quoi que ce soit. Mais n'allez pas chercher les fournisseurs. Demandez à mes collaborateurs à la CAMEG. Aujourd'hui, moi, à la CAMEG, je ne reçois aucun fournisseur seul. Je reçois un fournisseur avec les conseillers qui sont représentants des fonctions dans lesquelles ils veulent travailler. Donc, soit on est tous corrompus et dans ce cas, les fournisseurs ont énormément d'argent pour pouvoir donner des 10% à tout le monde à la CAMEG, soit il n'y a pas de 10%. Alors, donc revenons toujours sur cet aspect de la gouvernance. Vous avez dit clairement qu'il y a la transparence à tous les niveaux. Il nous est revenu que vous avez des insomnies sur un dossier particulièrement, c'est la question des dialyses. Est-ce que vous le confirmez avec un fournisseur qui veut impérativement avoir donc l'exclusivité de la fourniture en médicaments pour un certain nombre d'années? Alors, sur le cas de la dialyse, on a eu une convention, en tout cas à mon arrivée, on a vu, on va dire que dans mes lettres de mission, je devais revoir l'ensemble des conventions, puisqu'il y a des règles qui sont mises en place qui n'existaient pas. Aujourd'hui, le DG de la CAMEG n'a pas les prérogatives de signer un contrat sur un certain nombre d'années dépassant son mandat sans l'aval du conseil d'administration ou de l'Assemblée générale. Donc il y a un certain nombre... Et vous, il vous reste un peu plus de 2 ans, hein, pas beaucoup, avant la fin de ce premier mandat, tout à fait. Tout à fait, absolument. Donc un certain nombre de dossiers ont été comme ça revus, mis à jour, discutés, etc. pour pouvoir entrer en tout cas dans les normes que nous avons. Celui-là parmi tant d'autres. Donc tous les dossiers qui ne cadraient pas avec les règles et les procédures en vigueur ont été en tout cas dénoncés ou ont eu des courriers qui expliquaient les insuffisances des dits dossiers. Donc ça fait partie des dossiers en effet pour lesquels on ne peut pas appliquer les conventions en l'état parce qu'elles ne font pas partie des procédures actuelles. Est-ce que vous subissez des pressions sur spécifiquement ce dossier? Parce qu'il nous est revenu que le ministre de la Santé sorti, la nouvelle ministre de la Santé également, est préoccupée par la question de la dialyse, notamment de la fourniture des consommables à ce niveau. Alors le dossier de la dialyse est un dossier à 2 volets. Oui. Et je pense que c'est un dossier sensible et c'est normal que tout le monde soit préoccupé par ce dossier. Quand on voit un peu la situation des malades, exactement, du rein et tout justement, ça. Vous avez un volet sanitaire qui est de dire, est-ce qu'aujourd'hui, on a les moyens de prendre en charge l'ensemble des dialysés au Burkina Faso? Est-ce que la dialyse se fait dans des bonnes conditions? Est-ce que les intrants de dialyse sont disponibles? Et on a le volet après réglementaire. Pour le premier volet qui est de dire, est-ce que les intrants sont disponibles, etc., notre équipe ne s'arrête pas à un contrat. On a une mission. Et notre mission aujourd'hui, c'est de rendre disponibles les médicaments. Les intrants de dialyse, on est toujours en train de les rendre disponibles. Contrat ou pas contrat, souci ou pas souci, convention ou pas convention, procédure ou pas procédure. Les procédures actuelles qu'on a nous permettent en tout cas de continuer à évaluer les besoins en dialyse, en intrants de dialyse, à fournir à l'ensemble des centres les intrants en dialyse. Le seul point, c'est qu'on a besoin d'avoir de la visibilité sur le futur. Est-ce que la CAMEG continue à approvisionner les intrants de dialyse ou pas? Est-ce que le ministère de la Santé s'en occupe en direct ou pas, etc. pour pouvoir avoir un plan d'approvisionnement annuel. Mais sinon, on continue d'avoir l'estimation des besoins et on continue d'approvisionner en intrants. La deuxième partie, qui est la partie réglementaire, permet juste de dire qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse rentrer dans les procédures de la CAMEG. Et c'est l'avantage d'avoir un statut d'association sans but lucratif. La CAMEG est une entité et tous les ministères, notamment le ministère de la Santé, a réussi à proclamer l'indépendance de la CAMEG en ayant une convention qui le lie à la CAMEG. Donc aujourd'hui, le ministère travaille en bonne intelligence, en collaboration parfaite avec la CAMEG et se doit aussi, comme tout
clients de la CAMEC de respecter les procédures internes. Est-ce que vous voulez dire clairement que vous n'avez aucun problème avec un quelconque fournisseur au niveau donc, de la dialyse, au niveau des consommables, au niveau de la dialyse? Alors, De façon catégorique. Le problème un quelconque problème, je n'ai pas de problème en particulier avec aucun fournisseur. Aujourd'hui, pour être fournisseur à la CAMEC, je vous ai rappelé les règles. Oui, bien sûr. Mais Tout fournisseur qui ne rentre pas dans ces règles-là ne pourra pas faire de marché à la CAMEC. Quelles que soient les pressions politiques ou quelle que soit éventuellement la couverture dont peut bénéficier un fournisseur, la personne ne peut pas avoir de passe-droit au niveau de la CAMEC. Les règles sont les mêmes pour tout un chacun. Quand je suis arrivée, j'ai eu une lettre de mission qui a été très claire, qui me disait qu'il fallait, j'avais 3 points clairs dans ma lettre de mission, et j'ai été reçue par l'ensemble des autorités qui ont réitéré ces 3 points. Ma mission, et ce pourquoi j'ai signé à la CAMEC, c'était 1, de mettre fin à la crise, d'avoir une situation apaisée pour que l'ensemble des collaborateurs puissent travailler et se reconcentrer sur sa mission première. Deuxièmement, c'était de rendre disponibles les médicaments. Rendre disponibles les médicaments à coût accessible, disponibles géographiquement et financièrement. Et le dernier point, c'était travailler dans une gouvernance vertueuse pour éviter de revenir dans des crises au sein de la CAMEC. Je pense que pour l'instant, on est en droite ligne avec l'ensemble de ces 3 missions-là. Et c'est ma ligne de conduite pour ce mandat-là. Qui est valable pour tous les fournisseurs sans exception. Toute personne voudra travailler avec la CAMEC. Alors, il nous est revenu que les malades du rein, ceux qui font la dialyse au Burkina, sont venus vous dire qu'il y avait un fournisseur qui voulait impérativement avoir un contrat d'exclusivité et les malades étaient venus vous soutenir. Et nous avons eu des informations là-dessus. Est-ce que vous le confirmez? Alors, encore une fois, j'ai envie de dire qu'il faut recentrer le débat. Je ne travaille pas pour avoir le soutien ou pas le soutien d'une quelconque personne. Ce sont les premières personnes concernées, quoi qu'on dise, parce qu'on sait que de par le passé, il y a eu des ruptures dans ce pays liées donc aux consommables. Donc quand nous en parlons et que nous insistons, nous savons de quoi nous parlons. Tout à fait, Monsieur Ouedraogo. Et ce que je voudrais dire, c'est que justement, quand on reçoit tout le monde à la CAMEC, et c'est ce que je vous dis, on est ouvert, on est transparent. On reçoit les associations, que ce soit les dialysés ou d'autres types d'associations, pour pouvoir discuter de la disponibilité de ces médicaments. Comment est-ce qu'on est en train de travailler pour que ces médicaments soient disponibles? Comment est-ce que sont les médicaments dont vous disposez? Est-ce que la qualité vous convient, etc. C'est vrai que les dialysés ont eu des inquiétudes par rapport à des risques de rupture, parce qu'on parle de dialyse, et quand il y a des ruptures, ça peut entraîner des morts. C'est une maladie qui est sensible et qui nécessite d'avoir un approvisionnement continu. Donc nous avons rassuré en tout cas l'ensemble des dialysés, disant que la CAMEG a toujours soutenu cette maladie-là, comme toutes les autres maladies. La dialyse était donnée directement au ministère de la Santé. Les ministères de la Santé géraient directement la dialyse avec les hôpitaux. Antérieurement à 2016, il y a eu des problèmes de rupture entraînant de nombreux morts. Le ministère a confié le soin de la dialyse à la CAMEG. Jusqu'à maintenant, on a chaque année la visite de l'association des dialysés qui nous félicite du travail parce qu'ils constatent qu'il y a vraiment très très peu de ruptures sur le terrain actuellement. Donc on est content, mais ce n'est pas une finalité en soi et on essaie de s'améliorer chaque jour pour qu'il n'y ait plus du tout de rupture. Alors on sait qu'il y a de grands défis à relever parce qu'il y a de nouveaux centres de dialyse qui sont en train de s'ouvrir un peu partout au Burkina ou qui sont en chantier. Est-ce que vous pourrez faire face à la situation? Est-ce que vous êtes en train de prendre des dispositions dans ce sens quand on sait que c'est quand même une question de santé publique aujourd'hui? Absolument, et c'est une question de santé publique, mais ce n'est pas la seule question de santé publique. Entre autres, bien sûr. On parle aussi de maladies cardiovasculaires, on parle de maladies comme le diabète, comme l'hypertension, on parle de la néonatologie. Il y a de BCG au Burkina Faso. C'est ce que j'allais dire. Donc, il y a beaucoup de maladies qui peuvent avoir un impact de santé publique. C'est vrai que la dialyse en est une importante, mais ce n'est pas la seule. Donc, il est important de toute manière qu'il y ait une réflexion qui soit faite de manière globale sur ces programmes de santé sensibles et spécifiques pour qu'on puisse avoir un approvisionnement continu. Mais au-delà de ça, c'est de se dire aujourd'hui quel est le montant qu'on peut attribuer, quelle est l'enveloppe budgétaire qu'on peut attribuer à une maladie, comment est-ce qu'on développe, puisque évidemment le nombre de dialysés augmente. Si l'enveloppe n'augmente pas, on aura un problème à un moment donné pour la dialyse, pour le diabète, pour l'hypertension, pour la dyslipidémie et toutes les autres maladies. Donc c'est un programme en entier et c'est une réflexion globale à faire. Alors, je parle toujours de la question de la bonne gouvernance parce que c'est quand même très important dans le Burkina post-insurrectionnel, Burkina post-coup d'État. Dites-nous, à ceux qui pensent aujourd'hui que la CAMEG a un certain nombre de fournisseurs, il n'y a que ces messieurs-là qui peuvent bénéficier des avantages liés donc à l'obtention des marchés à la CAMEG. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces personnes-là? Ça vous fait sourire, pourtant, il y en a énormément de personnes qui s'inquiètent, qui se posent des questions. Comment infiltrer, enfin, pénétrer le marché de la CAMEG aujourd'hui?
C'est vrai, ça me fait sourire parce que c'est vrai, c'est ce que j'ai entendu quand je suis arrivée, mais je peux vous dire que les choses sont en train de changer. Oui. Vraiment, réellement. Je vais vous prendre un exemple. Personne n'est super puissant pour dire à la CAMEC, je fais ce que je veux, j'ai des marchés à tout moment sans exception. Au jour d'aujourd'hui, non. Personne ne peut vous dire j'ai des marchés à tout moment, sans exception. Si un fournisseur est compétent, a les prix qu'il faut, a des bons médicaments, je ne vois pas pourquoi il n'aura pas de marché. Ça, c'est clair. Mais je veux dire, ce n'est pas un passe-droit. Les règles sont claires et les règles sont les mêmes pour tout le monde. Mais au-delà même du marché des médicaments, si vous prenez les marchés, par exemple, je ne sais pas, des nettoyages, des gardiennages, etc., il y avait des marchés en cours qui se renouvelaient de façon tacite depuis mon arrivée. Nous avons évalué les marchés. Nous avons vu justement que tous les marchés ne correspondaient pas en termes d'objectifs à ce qu'on voulait en termes de procédure. On a réécrit l'expression de nos besoins. On a fait un appel d'offres ouvert. Tous les fournisseurs ont pu se présenter. Des fournisseurs qui n'avaient jamais travaillé à la CAMEG ont été intégrés aujourd'hui. Donc, comme je vous dis aujourd'hui, c'est ouvert. Vous êtes les bienvenus. D'ailleurs, on va faire une journée porte ouverte dans pas longtemps et on vous invitera à venir y participer pour expliquer ce qu'on fait, pour expliquer qu'aujourd'hui, la CAMEG est ouverte et au service de la population. Alors, la CAMEC, donc, au service de la population, ainsi de suite. Alors, et si on revenait, par exemple, sur un autre élément très important, vous dites que vous faites des efforts, vous avez parlé de propositions à hauteur de 800 millions de francs CFA, qui pourraient donc avoir des conséquences positives pour les populations burkinabées. Est-ce que vous pensez que cela pourrait faire en sorte que le citoyen ordinaire qui se trouve peut-être dans les tréfonds du Burkina Faso puisse se lever du jour au lendemain, même avec 25-50 francs CFA, s'acheter un médicament au Burkina Faso? Alors, c'est vraiment ce pourquoi on s'engage jour et nuit. C'est vraiment ce pourquoi les hommes et les femmes de la CAMEC travaillent aujourd'hui. C'est pour que justement, partout, sur toute l'étendue du territoire, chacun puisse prendre ses 25, ses 50 francs et avoir un médicament de qualité. C'est pour ça qu'on voudrait vraiment aujourd'hui rassurer aussi la population. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai accepté votre invitation, M. Ouedraogo. Je pense qu'en tant que... Les raisons, il y en a beaucoup. Vous revenez là-dessus, on n'a pas fini. En tout cas, on y C'est va. important Oui. qu'aujourd'hui, on vienne rendre compte. Mais c'est aussi important parce que dans la situation actuelle, vous avez vu qu'il y a eu la police et la NRP et le ministère de la Santé ont fait vraiment une découverte importante de médicaments contrefaits. 30 tonnes, ça fait beaucoup quand même. Énorme. Oui. Et c'est important de dire qu'il n'y a plus aucune raison aujourd'hui d'aller prendre des médicaments contrefaits, d'aller prendre des médicaments dans la rue. Oui, Quand le médicament de la CAMEG, quand le médicament de la CAMEG coûte moins cher que ce médicament de la rue, quand le médicament de la CAMEG offre toutes les garanties pour avoir un traitement de qualité à moindre coût, n'exposez pas votre vie à ce genre de situation. Et je pense qu'il est important qu'on lance cet appel à toute la population. C'est bien beau de le dire sur le plateau d'une télé. Au même moment où vous allez dans les quartiers périphériques, il n'y a pas de pharmacie, il n'y a pas de dispositif particulier qui leur permet d'avoir accès aux médicaments de la CAMEC. Comment vous voulez que ces populations-là s'en sortent? Alors, le problème, c'est que vous, encore une fois, j'ai l'impression que vous noircissez le tableau. Pas question de noircir le tableau, je vous parle des faits. Et vous devez les accepter parce qu'il n'y a que sans ça, vous n'allez pas pouvoir mettre en œuvre vos politiques jusqu'à ce qu'on puisse satisfaire toutes les mais il est populations important que burkinabées. l'effort qui est fait soit déjà divulgué, soit déjà communiqué pour que la population puisse en profiter. Il y a déjà des efforts qui sont faits, ne serait-ce qu'au sein de la CAMEG. On avait au départ une distribution qui était de Ouaga vers les régions, qui mettait du temps, mettait 2 à 3 jours pour approvisionner. Aujourd'hui, la CAMEG a 10 agences commerciales dans 8 régions pour pouvoir rapprocher le médicament de la population. C'est un effort à saluer. On est les seuls dans la sous-région à avoir ce dispositif. Et je pense que c'est important. Au-delà de ça, il y a des CSPS, il y a des DRD, il y a un dispositif qui est en train d'essayer de faire en sorte qu'on ne marche pas plus de quelques kilomètres pour avoir accès à ces médicaments. Il y a un projet pilote qui est en cours pour voir comment est-ce qu'on peut apporter ce médicament jusqu'au dernier kilomètre, qui est un projet qu'on est en train d'évaluer par différents bras, le ministère de la Santé, la CAMEG, des privés, pour voir quelle est la meilleure façon de pouvoir faire en sorte, comme vous dites, qu'au tréfonds du Burkina Faso, ils puissent avoir accès à son médicament. Est-ce que vous avez prévu de discuter avec les pharmaciens aussi par rapport à cette question? Bien évidemment, tout acteur de la santé est impliqué. Et c'est ça que je trouve bien, c'est qu'on a des colloques, c'est que vraiment on essaie et on fait des pilotes pour voir réellement l'implémentation de ces projets et pouvoir réajuster et avoir le meilleur projet qui soit. Alors, avant même que je n'arrive à la question, vous l'avez donc soulevée, la question par exemple des 30 tonnes de médicaments saisis. Est-ce que cela vous inquiète au niveau de la CAMEC? Parce qu'il y a quand même un circuit que ce médicament-là suit pour arriver sur le territoire burkinabé.
Alors, il faut faire attention aussi. Ces médicaments qui ont été saisis sont des médicaments qui sont rentrés par les frontières du Burkina. Donc, il y a deux types. Là, ce sont des médicaments contrefaits qui sont rentrés par la frontière. Donc, ce ne sont pas des médicaments de la CAMEC qui se sont retrouvés dans la rue. C'est différent. Donc, c'est un autre circuit qui a approvisionné des médicaments contrefaits du Bénin, du Nigeria, etc. Mais cela vous inquiète sans doute. Bien évidemment que cela nous inquiète, parce que cela peut avoir un impact important sur la santé des populations. Quand vous savez que dans ces médicaments-là, il y avait des vaccins. Il y avait des vaccins, donc la chaîne de froid n'est pas respectée. Et c'est là où je vous dis qu'il est important qu'on puisse communiquer plus et faire comprendre aux gens. Parce que des fois, les gens vont sur ces marchés-là parce qu'ils ont l'impression que le médicament sera cher. Ce n'est pas le cas. Ce n'est plus le cas, si ça avait été le cas. Aujourd'hui, ces médicaments coûtent plus cher que les médicaments de la CAMEC. On parlait d'antipaludiques. Oui, bien sûr. Il y a des programmes aujourd'hui qui font en sorte que les antipaludiques sont gratuits. On parlait de la gratuité tout à l'heure. Pour les enfants de 0 à 5 ans, il y en avait des tonnes de médicaments là-dedans. On n'a plus besoin d'acheter ces médicaments-là. Et vous avez l'indice qui vous dit justement que les médicaments sont disponibles. Donc il est important, et je pense que les médias doivent nous aider aussi pour sensibiliser la population sur ces faits-là. Vous mettez votre vie en danger en allant prendre des médicaments de la rue. Vous avez aujourd'hui la CAMEC qui travaille pour que vous ayez des médicaments de qualité à moindre coût sur toute l'étendue du territoire. Vous le dites si bien, mais est-ce qu'il n'appartient pas aussi aux gouvernants, aux tenants du pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour empêcher justement que le sol burkinabé ne soit inondé de ces produits-là qui passent par des circuits qui ne sont pas conventionnels? Absolument, c'est vrai que c'est un ensemble de facteurs qu'il faut qu'on prenne par tous les bouts. Déjà, il faut qu'on fasse en sorte que la frontière soit moins poreuse, mais aussi, il faut qu'on fasse en sorte qu'il n'y ait pas de consommateurs. Si ces gens-là n'avaient pas de marché potentiel, il n'y aurait pas 28 tonnes de médicaments. Donc, à nous aussi de faire des politiques de sensibilisation vis-à-vis de la population. Alors, certains le disent très bien qu'au niveau de la CAMEG, il y a eu un certain nombre de dynamisme qui a été apporté, en tout cas selon les infos qui nous parviennent, un peu plus de rigueur. Vous avez même interdit l'ouverture des magasins les week-ends, vous le confirmez? Oui, je confirme que les magasins ne doivent pas être ouverts les week-ends et je pense que c'est la moindre des choses. J'aime utiliser le terme américain qui dit « work-life balance ». Je pense qu'il faut avoir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Les collaborateurs, le week-end, ont droit à une vie privée. Donc, en dehors des horaires de travail, les magasins sont fermés, sauf urgence. Vie privée, est-ce que vous n'avez pas craint éventuellement? Allez-y. Le deuxième point, c'est aussi une question sécuritaire. Nous sommes dans un contexte quand même assez difficile au niveau sécuritaire. Il est important que chaque collaborateurs de la CAMEC se sentent en sécurité. Un employé qui revient et qui rentre dans les magasins de 23h à 2h du matin un samedi, ce n'est pas quelque chose qui permette d'avoir un meilleur encadrement et une visibilité sur la sécurité. Donc, il était important qu'on puisse encore mettre des procédures et mettre un peu plus de rigueur dans la gestion de la CAMEC. Donc, les magasins sont fermés à partir d'une certaine heure. Et quel est le mécanisme de suivi qui a été développé depuis que vous êtes arrivé, par exemple, pour permettre qu'il y ait une certaine traçabilité du circuit du médicament de la CAMEC pour que ce même médicament ne se retrouve pas dans des endroits où il ne le faut pas? On a essayé de mettre en place différentes façons de faire qui vont nous emmener vers la norme ISO. La CAMEG est en route pour la certification ISO 9001 version 2015 et cela passe par une procédure qui soit la même tout le long de la chaîne d'approvisionnement du médicament. Que vous ayez le médicament au niveau central ou au niveau périphérique, la qualité de l'entreposage et la qualité de la distribution doivent être la même. Nous avons équipé nos entrepôts de capteurs thermiques qui nous permettent de dire qu'aujourd'hui, sur l'ensemble du magasin, sur l'ensemble des zones de stockage, la température est la même, même quand il fait 40 degrés ou quand il fait 35 degrés, pour être sûr que les médicaments qui doivent être au froid seront au froid. Cela date de quelle période? C'est-à-dire au niveau des capteurs et autres? Alors, les capteurs, c'est un projet qu'on a commencé justement avec l'aide de nos partenaires techniques et financiers de l'USAID, qu'on a commencé au niveau central l'année dernière et qu'on est en train d'étendre sur l'ensemble des agences. De la même manière, on a aussi commencé un processus de géolocalisation des camions qui permettent de faire en sorte qu'on sache à tout moment où est-ce qu'est situé le camion de la CAMEC. Le prochain step, la prochaine étape, c'est de dire qu'on va mettre un cadenas intelligent sur le camion qui permet de dire, quand on scelle le camion au départ,
Dès qu'on l'ouvre, on a un signal qui nous permet de savoir que le camion a été ouvert à telle date, à telle zone, à telle heure. Ça permet de sécuriser l'approvisionnement et être sûr que le médicament part au point A et arrive au point B. Alors, on nous a dit également que quand vous avez lancé toutes ces réformes, certains commençaient à sourire en disant elle rêve tellement grand qu'elle pense qu'elle peut tout changer du jour au lendemain. Il faut rêver, je pense qu'il faut rêver. Sans rêve, rien n'est possible. Il faut rêver. Maintenant, il faut avoir le réalisme de dire que tout ne pourra pas changer du jour au lendemain. Mais il faut se donner les moyens de pouvoir faire quelque chose. J'ai envie de vous répondre par rapport à cet exemple. Quand je suis arrivée et qu'on faisait des inventaires, on s'est dit qu'en décembre, on allait faire un inventaire. Et j'avais dit que l'objectif, c'était 0 écart. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'écart entre le stock qu'il y a dans la machine, donc le stock théorique, et le stock physique. Tout le monde m'a dit c'est impossible. C'est impossible d'avoir 0. Et vous étiez découragé, vous avez dit ce sont des défaitistes, ce monde-là, ils ne croient pas à un changement et autres. Il y a quelqu'un qui a dit il pensait que c'était impossible jusqu'à ce qu'il l'ait fait. Et moi, pour moi, je pense qu'il faut montrer l'exemple, qu'il faut agir petit par petit, en montrant qu'à chaque étape, on arrive à avoir une petite victoire. Ce n'est pas en faisant de grandes théories, en disant juste ok, je comprends bien que vous puissiez être sceptique sur tel ou tel point, mais essayons, qu'est-ce qu'on a à perdre? Au pire des cas, vous allez me démontrer que vous aviez raison. Au mieux des cas, on va avoir 0 écart et ça sera meilleur pour tout le monde. Donc, on a réussi à mettre en place une certaine culture de la rigueur, de la transparence, de l'intégrité et aussi de la solidarité. Aujourd'hui, à la CAMEG, vous voyez des gens qui travaillent ensemble dans une atmosphère conviviale. On a instauré le sport le jeudi, tous ensemble, pour pouvoir travailler dans un esprit sain et un corps sain, parce que le sport est important. On fait en sorte que les syndicats, les délégués du personnel soient au cœur des grandes décisions. On fait en sorte que le management soit transparent et participatif. Donc tout le monde est impliqué dans les grandes décisions, ce qui fait qu'on a un sentiment d'appartenance et un sentiment de responsabilité plus développé. Mais on nous a dit qu'en fin d'année, quand on devait faire les inventaires, les magasiniers devaient avoir des montants que vous, quand vous êtes arrivé, vous avez supprimé tout de même. Ça a failli créer une crise au niveau de la CAMEG. Alors, oui et non, oui et non. C'est une question de gestion. Il y a des choses qui peuvent être données comme avantages, parce que je pense qu'il faut aussi des avantages sociaux pour les personnes qui travaillent. Les travailleurs ont perçu ça comme un avantage que vous êtes venu couper. Tout simplement, oui. Non, je n'ai enlevé aucun avantage à personne. Sincèrement, je n'ai enlevé aucun avantage à personne. Je leur ai juste fait comprendre que c'était un acquis, ce qui pensait être un acquis, ça ne l'était pas. Il n'y avait pas de document officiel. Il n'y avait pas de document officiel. Et au-delà de ça, c'est qu'un magasinier, pour moi, ça fait partie de son travail de faire un inventaire. Pas de motivation quelconque pour la personne par rapport à un travail supplémentaire à faire pour vous? Ce n'est pas un travail supplémentaire. Les magasins sont fermés pendant la durée de l'inventaire. Donc l'employé fait son travail. Par contre, ce que j'explique aux employés lors de la communication, et d'ailleurs juste pour rétablir les faits, je n'ai pas enlevé cette indemnité cette année. Je leur ai juste expliqué que l'année prochaine, il n'y aura pas ça, puisqu'on construit un budget l'année qui précédente pour l'année qui vient. Donc ça, c'était quelque chose qui avait été instauré. Ce montant total, ça faisait combien? C'est un montant qui n'est pas très important. C'est un montant vraiment juste une prise en charge pour un repas, etc. Ce n'est pas le montant, justement. Et c'était sortir... Oui, le montant, il est important. Du moment où vous voulez faire des économies, peut-être les réorienter ailleurs, c'est bien qu'on sache pourquoi vous voulez le faire. Exactement. Oui. Et je pense que c'est ce que j'étais en train de vous dire. L'important, c'était surtout pour moi la communication. C'était de dire que ce soit 1000 francs ou 2000 francs que vous ayez de prise en charge pour faire un travail qui est le vôtre. Je pense que ce n'est pas ça qui est important. Pour pouvoir vous aider à faire mieux votre travail, il faut peut-être que vous ayez des formations qui vous montrent comment optimiser ce travail, qui vous apportent quelque chose en plus. Et ça ne coûte pas 2000 francs. Il faut peut-être aussi qu'on ait d'autres choses comme des assurances maladie pour notre famille qui sont un peu plus performantes. Et ça ne coûte pas 2000 francs. Alors, est-ce que vous avez pu obtenir cela au moins pour les travailleurs pour compter de 2019, par exemple, pour ce qui est de l'assurance maladie? Absolument, à compter de 2019. Pour les travailleurs. Aujourd'hui, l'ensemble des travailleurs, y compris la directrice générale, est prise en charge à hauteur de 80% pour tout ce qui est, on va dire, hospitalisation, pour tout ce qui est prise en charge des médicaments, etc. Mais par contre, pour tout ce qui est
hospitalisation, on est pris à 100% parce que c'est la moindre des choses. On est dans un domaine de la santé. Il faudrait qu'on puisse traiter nos employés correctement. Donc c'est la contrepartie finalement, quoi, pour ne pas payer les petits avantages qui étaient versés aux uns aux autres quand il y avait des inventaires de fin d'année. Non, il n'y a pas de contrepartie. Et je pense que c'est ce qui a été compris comme de la rigueur au départ. Parce qu'on nous a dit aussi qu'au début, ce n'était pas facile. On avait l'impression pas. d'avoir une directrice générale qui avait la tête dans les étoiles et puis les autres avaient du mal à suivre sa dynamique et c'était compliqué au début. Oui, je suis d'accord avec ça. Et comme je vous le dis, tout changement est difficile. Ça s'appelle la gestion du changement. Et je pense qu'il est important de communiquer pendant la gestion du changement. Et le problème, c'était juste d'expliquer ce qu'on était en train de faire. Il n'y a pas de contrepartie, justement, parce que je ne marche pas au chantage. Je pense qu'il y a des droits et des devoirs des collaborateurs. Il y a des droits qui permettent justement de dire « je suis employé à la CAMEC, j'ai le droit de pouvoir traiter ma famille et moi-même en cas de maladie ». Ça, c'est un droit pour moi. Et il n'y a pas... L'employé pourrait vous répondre en disant que ça ne suffit pas. Oui, on est d'accord. C'est quand on est malade qu'on part à l'hôpital, mais si on n'est pas malade finalement et qu'on a besoin de son argent, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On travaille encore plus dur. On arrive à faire de l'extra miles, on arrive à dépasser les objectifs et on peut avoir des avantages, comme vous dites. Si on arrive aujourd'hui et on a récompensé cette année en 2019 pour la première fois, les meilleures agences, celles qui ont montré justement de l'intégrité, celles dans lesquelles il y avait une gestion optimale des stocks, celles dans lesquelles il n'y a pas eu d'écart entre le stock théorique et le stock physique, ces agents-là ont été félicités, encouragés, motivés. Et les agents pour qui il y avait des écarts, pour qui il y avait, on va dire, des problèmes dans la gestion de stock, n'ont pas été félicités. Alors, pour les grands chantiers de la CAMEC pour 2019, alors, quelle sera la priorité absolue pour vous? Est-ce que c'est de continuer la dynamique des réformes, continuer la transparence et la bonne gouvernance, faire en sorte qu'il n'y ait pas de passe-droit, quel que soit le rang social, la personne politiquement engagée ou encore, quelle que soit même la pression qu'un ministre de la Santé voudrait vous mettre éventuellement pour la signature d'un contrat pour un fournisseur, entre autres? Est-ce que vous serez intransigeant, oui, sur ces questions-là, de telle sorte que vous puissiez partir de la maison la tête haute, de telle sorte qu'on ne puisse pas dire, sous la gouvernance de Anne-Maryse Kaboré, il y a eu ceci ou cela? Ça, c'est une condition sine qua non pour moi. La bonne gouvernance est la pièce maîtresse de toute la CAMEC actuellement. Ce n'est pas négociable. Et pour 2019, ce sera la même chose. Pour 2019, pour 2020, pour 2021, c'est une règle non négociable. Ce sont des procédures qui sont en place, ça fait partie de mes valeurs intrinsèques. On a décidé de travailler d'une certaine manière et c'est la seule manière que je connaisse de toute manière. Donc ça, ce n'est pas pour moi une réforme à arrêter, à continuer. C'est une nouvelle donne dynamique, c'est une nouvelle donne qui restera la même. Ça ne changera pas. Ce sera le premier grand chantier, le second, le deuxième, le troisième, c'est... Les grands chantiers pour moi, c'est surtout ce que nous allons poser en termes d'actes. La première des choses, c'est de mettre en place des dispositions qui fassent qu'on puisse avoir des médicaments disponibles et de façon pérenne. Pas de rupture. On a dit 90%. L'année dernière, l'objectif, c'était 80% de disponibilité. L'année prochaine, 2019, cette année, c'est 90%. Donc les Burkinabés qui rêvent du 100%, ils n'ont qu'à continuer à se chercher parce que ce ne sera pas possible. Pour l'instant, le 100% va être difficile. On sort de crise, ça fait 4 ans. 4 ans que les fournisseurs ne nous donnaient pas des médicaments. On avait, quand on a repris la maison, plus d'1 milliard de dettes fournisseurs. Avant 2018. Je vous parle des dettes antérieures à 2018. On a réussi à apurer quasiment l'ensemble de ces dettes. On n'a pas fini d'apurer les dettes 2018. Donc il est important quand même qu'on puisse comprendre les réalités. Il faut aujourd'hui qu'on puisse apurer ces dettes 2018. En ayant des créances à 21 milliards, ça va être difficile d'apurer complètement ces dettes. Donc il est important qu'on puisse comprendre qu'on est en chemin pour aller vers le 100%, mais que cette année, c'est le 90%. On s'achemine pratiquement vers la fin de ce rendez-vous aujourd'hui avec vous, Dr Anne-Maryse Kaboré. Dites-nous, est-ce que vous êtes politiquement engagé? Est-ce que c'est une relation particulière qui vous aura permis d'être là où vous êtes aujourd'hui? Parce que ça avait créé une grosse polémique quand vous êtes arrivé. Je pense que j'avais répondu déjà à l'époque et je réponds toujours. Je suis venue sur un appel à candidature. J'ai postulé comme tout un chacun. J'ai donné le meilleur de moi-même et je suis contente d'avoir pu être retenue, en tout cas, comme un des meilleurs dossiers de cet appel à candidature. Je pense que la question aujourd'hui, c'est surtout de dire, 8 mois après ou 10 mois après ces polémiques, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui est fait? Est-ce qu'on rend compte ou pas aux Burkinabés qui ont mis cette personne à sa place?
En fait, pour vous, apparemment, c'était un défi important de montrer au Burkinabé que c'est la compétence qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui. C'est un défi important, en effet. Pour tout, ça a toujours été un défi important dans ma vie. Je pense que quelqu'un devient ce qu'il est par le travail, par l'engagement, par la détermination. J'y ai toujours cru. Ça fait partie des valeurs avec lesquelles j'ai été éduquée. Et je ne crois qu'à la valeur de la compétence, du travail et de la détermination. Êtes-vous politiquement engagé? Politiquement engagé, c'est-à-dire? Est-ce que vous appartenez à un parti politique au Burkina Faso? Je pense que la question politique est une question un peu comme la question de la religion, est personnelle. Je ne voudrais pas influencer quiconque sur son choix politique ou sur sa religion. Donc, par exemple, à la CAMEG... Est-ce que vous avez la carte d'un parti politique? Je vais faire à la CAMEG, il n'y a pas d'endroit où on doit parler de politique ou de religion. Donc, je pense que ça, c'est une question qui est personnelle à tout et chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Vous n'avez pas de carte d'un parti politique? Non, je n'ai aucune carte d'un parti politique. Et les jeunes filles qui vous regardent, qui se disent « J'aimerais être comme Anne-Maryse Kaboré », quel est le message que vous avez à leur adresser aujourd'hui? Alors, la jeune fille, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de participer à une émission qui cultivait l'excellence de la jeune fille. J'ai été agréablement surprise de voir que les 3 dernières années, les personnes qui avaient eu le bac, les majors du bac scientifique étaient des filles, avec plus de 18 sur 20 de moyenne. Je trouve ça extraordinaire. Dans un contexte où on a très peu de filles qui vont à l'école, je pense que c'est le moment de dire, surtout aux parents, qu'il faut laisser l'égalité des chances aux enfants, aux petits garçons comme à la petite fille. Une petite fille qui va à l'école peut aussi se donner les moyens de devenir quelqu'un demain et peut réussir tout aussi bien qu'un garçon. Donc il faut laisser qu'une petite fille vous remplace un jour, n'est-ce pas? Ah, je serais ravie qu'une petite fille me remplace un jour. Je pense que justement, il ne faut pas cantonner un poste à tel ou tel genre. Une fille est tout aussi capable qu'un homme d'être directeur de la CAMEG. Donc j'espère qu'on pourra apporter les preuves qu'on peut être directrice de la CAMEG et avoir des résultats probants. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Aux téléspectateurs de Burkina Info, ainsi prend fin l'émission Le Grand Déballage de ce jour. C'était le docteur Anne-Maryse Kaboré, directrice générale de la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques. Et puis on tient à vous dire merci pour la première grande interview exclusive que vous nous accordez à Burkina Info. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Très bonne suite de programme à tous et à toutes. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir chez vous.